oui. Ça roule? C'est lumineuse. Je suis trop Hey, lumineuse. on est de retour pour nos membres. Bonjour les membres. Bonjour, chers membres. Ben Bonjour. oui. Puis là, on continue cette magnifique conversation qui va dans tous les sens. Puis que finalement, ça m'a rien donné de préparer quelque chose. Puis ça est parfait. Ben oui, c'est ça, c'est organique. On laisse aller. Mais là, il y a un endroit que je voulais aller, c'est dans toutes les... Tu sais, on parle beaucoup de COVID. Mais là, il y a un paquet d'autres choses. Oui. Tu sais, il y a comme toutes les crises là, successives qui n'arrêtent pas d'arriver, là, comme il a commencé par l'Ukraine. Après ça, il y a eu les drag queens, la théorie des genres, le wokisme, tout ça. Qu'est-ce que tu... Puis, il y a la crise des médias en même temps, puis personne qui fait croire aux médias. Il y a Israël, là, ça va peut-être vers une troisième guerre mondiale. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, tous les événements qui sont en train de se produire? Est-ce que ça fait partie... La COVID, c'était le début de tout ça, puis que le monde est en train de se partir en couille? Moi, je pense qu'on on peut pas faire l'économie d'une réflexion autour de ça. Ouais. On peut pas dire, il y a quelque chose qui est planifié, qui est organisé. Pour moi, c'est devenu clair. Moi au départ, ma pensée, c'était juste follow the money, tu vas avoir toutes les réponses. Mais là, c'est pas mal. Mais c'est pas vrai. Ça va plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. Là. Mais tu sais, pour moi, la motivation se suffisait à elle-même à partir de l'argent. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Il y a quelque chose, il y a des gens qui ont... Il y a des psychopathes. Il faut juste réaliser ça. Il y a des malades mentaux graves. Moi, dans le DSM-4, là, il y a tout un catalogue de maladies mentales. Il y en a une qui manque, là, puis il va falloir l'ajouter, c'est le TACA. Le TACA, le trouble d'accumulation compulsive de l'argent. C'est jamais assez. De l'argent. C'est jamais assez. C'est comme le pouvoir. J'en ai jamais assez, j'en ai jamais trop. Mais il y a quelque chose qui s'appelle assez, puis il y a quelque chose qui s'appelle trop. Mais quand t'en as trop, c'est pas sain. C'est pas un peu typique des psychopathes, justement? Voilà. C'est ça, la maladie, parce que tu crées de la souffrance en toi, dans un délire, hein, parce que tu penses, parce que c'est toutes les représentations qu'on se fait autour de l'argent. Tu sais, on a une relation à l'argent. On ne peut pas s'en passer. Il faut l'aborder aussi. Mm-hmm. Puis cette relation à l'argent est malsaine, la relation au temps va être malsaine, puis la relation aux autres va être malsaine aussi. Alors, mais c'est quoi les représentations qu'on se fait de l'argent? Mais c'est souvent l'argent, c'est ma valeur, l'argent, c'est le pouvoir, l'argent, c'est la liberté, l'argent, c'est... Les femmes, le sexe. Les femmes, le sexe, le plaisir, dans le fond. Mm-hmm. Tu peux t'acheter n'importe quoi avec l'argent. Tu peux... si t'en as assez, là, écoute, c'est quoi ton prix? Mm-hmm. Tu vas finir par trouver... Moi, je suis pas achetable. Et la plupart des gens, on dit, je vais pouvoir, c'est ma sécurité aussi. Hein? Mm-hmm. Alors, on nous vend toutes sortes d'idées, puis on a donc des conditionnements dans notre culture. Là, moi, comme petit gars, l'argent, c'était... Il fallait que tu te méfies de ça. Là, ça, c'était à l'Église. C'est à l'Église. Ça, tu ne peux pas servir à la fois Dieu et Mammon. Là, il faut que tu choisisses à un moment donné l'amour ou l'argent. Moi, c'est pas un ou l'autre. C'est un et l'autre. Quand tu as de l'argent, ça l'aide d'être au service de la communauté. Ça aide. Ça peut aider aussi à avoir de l'argent. C'est pas toxique, l'argent. Mm-hmm. C'est sa relation à l'argent qui peut être toxique. Mm-hmm. Si j'en fais comme ma valeur, c'est mon compte en banque. Mais quand le compte en banque fuit, parce que la bourse pète, ben là, c'est quoi ma valeur? C'est quoi la valeur de ma vie? Elle vient de floger, là. Alors, j'ai peur, évidemment. Tu ne peux pas te sécuriser avec de l'argent. Ouais. Mais si on a cette croyance-là, ça nous en prend toujours un peu plus. Il y a un film qui a été fait à un moment donné c'était « Tout l'argent du monde ». C'est Jean-Paul Getty. Ça raconte un peu l'histoire de Jean-Paul Getty, qui, à l'époque, était l'homme le plus riche du monde. Et puis, un de ses petits-fils venait de se faire avec les Brigades Rouges. Les Brigades Rouges ont enlevé son petit-fils, puis ont demandé une rançon, et puis il n'a pas voulu payer. En tout cas, le film raconte cette histoire-là. Puis le garde du corps de Jean-Paul Getty, à un moment donné, il pose la question. Il dit « Monsieur Getty, il dit, combien d'argent ça vous prend pour être en sécurité? » Il a répondu à ça. Un petit peu plus. C'est éternellement un petit peu plus. Tu ne peux pas combler ce besoin-là de cette façon-là. Mais quand tu as cette croyance-là, puis toute ta vie, ça a été ça, c'est dur de renoncer à ça. C'est dur de lâcher prise pour les gens très riches et fortunés. Là. Mais tu sais, les grandes fortunes, là, c'est leur conception d'eux autres.
Ils ne vivent pas sur la même planète que toi, Stéphane, que toi, Amélie, ou que moi. Ouais. Ils vivent sur une autre planète. Sur une autre planète. Puis nous, on est un peu du bétail pour eux. Ah, ben oui. On est comme on une est sous-race. useless eaters. Exactement. Des bouches de trop à Des nourrir. bouches à nourrir de trop. Conflit C'est comme- Israël-Palestine. Amélie, je ne sais pas si tu as vu sa dernière... T'es-tu un fan de la vérité brutale? Je suis pas un fan de m'exposer à tout ce envers quoi j'ai aucun pouvoir. Parce Ouais. qu'elle, C'est lourd comme sujet quand c'est même. lourd. Est-ce que tu as une opinion ou est-ce que J'ai pas t'as pris un côté ou un autre? Non, ben moi, mon opinion, c'est de pas avoir d'opinion. Ah, ben, c'est la même opinion c'est une que bonne moi. C'est opinion. de pas être pour c'est d'être contre la guerre. Voilà. C'est Contre ça. la guerre comme Voilà. moyen de vivre les uns avec les autres. Parce que C'est la guerre- pas un bon moyen. La guerre est partie par des psychopathes, vraiment. Complètement. Vraiment, parce que... Des malades Des mentaux. malades mentaux qui envoient le petit peuple se battre entre C'est eux. ça, pour exactement. Ouais, leur mais ça, pouvoir. c'est la définition de psychopathie. Oui. C'est Tout à fait. t'as la raison, hein, raison pure, sans avoir la morale. Tout à fait. Tout à fait. Alors, la morale est très importante. La morale, l'éthique, appelle Ouais. ça l'éthique si tu veux. Il faut que l'éthique te guide. Moi, je suis persuadé de ça. Si on va avoir, moi, pour ça, j'aime beaucoup les entraînements à la pleine conscience dans la tradition bouddhique. Il y en a 5 entraînements à la pleine conscience. La première, c'est pas tuer, c'est-à-dire du respect pour la vie, puis bien prendre soin de la vie. Toutes C'est les un des formes de vie. commandements aussi de la Bible. Toutes les formes de vie. Tu sais, c'est comme Ouais. essayer de prendre soin de la Est-ce que vie. tu es végétarien? Sans en faire un dogme. Je suis pas végétarien. Mais on en mange de moins en moins de viande, mais je suis pas végétarien. Donc, mais on s'en va dans faire cette attention direction. à la vie sans en faire un dogme. Sans faire un dogme. OK. C'est bon. Dire, le Dalai Lama, d'ailleurs, dans le Tibet, il mange beaucoup de viande parce qu'il n'y a rien qui pousse. Tu sais, c'est comme, Ben alors, voilà, faut s'adapter à il notre faut- environnement. Ben, c'est de Ouais. même. Puis il y en a qui l'accusaient quasiment de manger de la viande. Et puis, il dit, je vais essayer d'en manger. Mais il dit, c'est probablement mieux d'avoir un carnivore respectueux que d'avoir un végétarien qui est dogmatique. Ouais. Ah ouais. Tu comprends? Effectivement. Est-ce que, là, je vais faire flipper Amélie, là. Est-ce que l'homme est fondamentalement carnivore? C'était pas une bonne journée pour poser cette question. Non, j'ai vraiment dit aujourd'hui avant de venir, Elle m'a j'ai dit, dit là, je suis stressée, je dors plus. C'est pas une journée pour parler Fait que que, l'être humain est carnivore. Évidemment, elle me dit de ne pas parler de quelque chose. C'est sûr qu'il va en parler. C'est que... Évidemment. Est-ce que l'homme... Mais attends un peu, là, j'ai pas fini les cinq entraînements. Ah, ok. Là. Ça, c'était le premier. Le deuxième, c'est tu voleras pas. En tout cas, de ne pas prendre le bien de l'autre. Mais Jusqu'à date, c'est facile. c'est pas que ça, c'est Ouais. aussi être généreux. Être généreux. Si on dispose de moyens qui sont au-delà de mes besoins, d'être capable de donner, partager. de partager. OK. Tu sais, le troisième, c'est faire attention à son énergie sexuelle. Il y a bien de la souffrance qui est causée Ouais. par Les un désirs. mauvais usage, le désir. Puis, alors, faire attention à ça. Alors, jusqu'à date, ça va super bien. Quatrième, faire attention à sa parole. Pas mentir. Mais tu sais, pas en faire un dogme. Tu sais, s'il y a un nazi qui vient, puis y a-tu un juif dans le sous-sol, Voilà. tu lui diras pas oui parce que j'ai dit de dire la vérité. là. Ouais. Tu sais, c'est Tout ça, comme il y a toujours ce qu'on appelle le discernement. le discernement, la capacité de réfléchir Jamais à la être trop situation. statique, pris dans le Ouais. dogme. Voilà. Rester souple. Voilà, rester souple. Rester souple, puis pas trop, tu sais, comme... Figé. Ouais, j'ai eu une réunion avec Théo Vox à un moment donné, on parlait de l'avortement, là, tu sais. Vous Et êtes puis, très figé. ils m'ont hein? invité en sachant que j'étais pas de leur avis. Mhm. Tu sais. Puis donc, en invitant le conflit, en acceptant qu'il y a un conflit, puis qu'il y a un débat, puis qu'il va y avoir des nuances à apporter, Mhm. pas devenir dogmatique. Tu sais. Alors, mais d'avoir des grands principes. Puis le cinquième, c'est pas s'intoxiquer. C'est pas devenir à la merci, pas devenir accro à quoi que ce soit. Là, tu sais. Alors, faire attention à ses attachements. Alors, c'est très simple, hein? Mais c'est pas des commandements, là. C'est des façons de vivre une vie éthique. Saine. ouais. Quand tu vis une vie saine, c'est plus facile de te fermer les yeux puis d'être dans un moment, d'être capable d'être dans la paix. Quand on médite, puis je suis un Hells Angels, puis j'en ai tué 3-4 aujourd'hui, c'est très difficile. Tu vas être paranoïaque, ouais. tu vas vouloir t'ouvrir les yeux. Y a-t-il quelqu'un qui veut ma peau, là? Tu sais, alors, si tu mènes une vie plus saine, Sans culpabilité. bon, tu sais, c'est plus facile d'arriver au calme, à la paix intérieure, que si tu mènes une vie complètement anarchique.
Alors, c'est pour ça que l'éthique est très importante dans la conduite d'une bonne vie, d'une belle vie. D'être D'être honnête aussi. Tu vois qu'il y a un mensonge qui risque de blesser les autres, tu vas le dénoncer. Puis, c'est ça, c'est pas juste de se fermer à la gueule. Non. Tu vas le dénoncer. Prendre position. Parce qu'il y a le respect de la vie, puis le respect de toutes les formes de vie, puis le respect des gens aussi. Le respect que les gens ont le droit de faire des choix. Il y a une liberté de choix que tu dois accorder à tout le monde. Donc, de dire, ah non, moi, je m'en mêle pas, puis je reste silencieux, puis là, t'es pas nécessairement. Tu deviens un peu collabo. Tu deviens collabo par définition. On a le devoir de dénoncer un mensonge. Oui. Puis c'est très intéressant. difficile. Puis en parlant d'éthique, moi, le plus grand, dans toute l'histoire de la COVID, là, ce qui m'a le plus rentré pas le plus, mais ce qui m'a beaucoup rentré dans la tête, parce que moi, j'étais allé au mois de mai, juin 2020, tu sais, quand le gouvernement demandait de l'aide, là, des citoyens, je m'implique. Non, il demandait des bénévoles dans les CHSLD. Je suis allé dans un CHSLD. Catastrophe. J'ai jamais vu de la misère comme ça dans ma vie. Ça a été un choc pour moi. Ouais. Puis ça, je mets ça sur le compte du gouvernement. Au départ, ils ont fait peur à tout le monde. Ben oui. Tout le monde est parti. Ben oui. Chez eux. Ben oui. Ils ont eu peur, sont allés s'enfermer chez eux, y compris les travailleurs de la santé. Ça, pour moi, c'est l'équivalent de crier au feu dans un cinéma. Ouais. Ça, on n'a pas le droit. Ouais. Qu'est-ce que tu penses? Ça, est-ce que tu penses que c'est un problème d'éthique incroyable? Ah, écoute, mais c'était voulu sûrement de faire peur à tout le monde. C'est sûr que c'était voulu puis c'était prévu. Qu'on abandonne les personnes ça, si c'est planifié, prévu, c'est psychopathe. Solide. Solide. C'est criminel. Ouais. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Mais peut-être pas. Moi, je pense pas que c'est au niveau nécessairement, exemple de Legault. Lui, exécutait les ordres. Bêtement. C'est une marionnette aux mains des marionnettistes. Oui, c'est ça. Il n'a pas réfléchi. Aujourd'hui, il est peut-être pas petit minou parce que là, il doit commencer à voir ce qui se passe. Il faut être un petit peu aveugle pour pas le voir. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas en parler. Mais à ce moment-là, les gens obéissaient docilement. Ils ne veulent pas que personne n'en parle parce que ça va remettre en lumière un conflit éthique qui ne peuvent pas ne pas vivre. Des crimes graves. Les collabos, tout ce qu'ils nous disent, là, qu'on en parle, revenez-en. C'est parce qu'ils ont de la difficulté à reconnaître on s'est trompé. On a pris le mauvais chemin. Ça, c'est la dissonance cognitive. Ah, c'est clair qu'il y a une dissonance cognitive. Mais je vois une souffrance chez des collègues aussi, une souffrance éthique énorme. C'est des docteurs, es-tu consciente ou elle est subconsciente? Moi, je pense qu'elle est subconsciente parce qu'elle est trop douloureuse à amener à la conscience. Et puis, c'est pour ça qu'il y a bien des gens qui ont de la misère à s'arrêter. Tu sais, la pratique de pleine conscience, c'est de mettre à jour. Puis quand tu t'assois avec ta petite personne, il y a des affaires qui vont remonter. Tu sais. Puis il y a des gens qui disent, tu n'as pas commencé à méditer tant que tu n'as pas commencé à pleurer durant ta méditation. Hein, tu sais, c'est comme, sache qu'il y a des choses qui vont remonter à la surface avec lesquelles tu n'es pas tout à fait en paix. Là, tu sais. Puis c'est important de voir clair pour, après ça, ajuster son comportement. Puis aligner son comportement avec ses valeurs. C'est ça, pour moi, être éthique. C'est c'est pas être prétentieux, mais c'est faire l'effort de cohérence, de développer de la cohérence entre ce que je dis et ce que je fais. C'est aligné, là. Pas je dis une affaire puis j'en fais une autre. Ça, c'est intéressant, mais l'éthique, c'est très subjectif. Comment on fait pour, selon toi, arriver à être éthique et à connaître toutes les vertus, la morale? Ben, il faut que tu aies des guides. Si tu as 5 entraînements qui t'aident à te guider, tu dis « je ne serai jamais parfait », puis il n'y a jamais personne qui peut prétendre dire il y a des paroles que j'ai dit « oh, tabarouette, j'aimerais mieux... je les ravalerais, ces paroles-là, aujourd'hui. » Mais on peut demander pardon, faire amende honorable, puis on passe à autre chose. C'est clair. Il faut se pardonner. Il faut apprendre à se pardonner. Il faut apprendre à pardonner, se pardonner, puis demander pardon. Moi, le plus difficile là-dedans, c'est me pardonner. Pardonner, je n'ai pas de misère avec ça. Mais me pardonner, ça, c'est plus difficile. Je suis dur envers moi-même. Il faut que je travaille ça aussi. Je suis un humain, moi aussi, je peux me planter. Ouais. Et puis, des fois, dire des choses que je regrette ou pas avoir dit des choses que j'aurais dû dire. Puis là, s'il y a une chose, c'est l'introspection. Le gouvernement, eux, sont dans la négation complète. Complètement. Fait comment tu veux...
commencer à faire un changement quand tu nies que tu as mal fait. En tout cas, on n'attendra pas le pardon non, de leur part. Il ne faut pas attendre l'éveil des élites. Il n'y aura pas d'éveil possible. Moi, je suis convaincu de ça. C'est comme quand tu es dans un délire profond, ben, tu restes une personne délirante. C'est malheureux. Dans leur c'est pouvoir, triste, c'est triste. Prestige, mais il faut juste dire, il y a des gens qui vont... C'est un peu comme tu dis quelque chose. Il faut qu'il y ait une ouverture pour la personne. Moi, des gens, des fois, dans des ateliers, me disent, vous avez dit telle affaire. Je dis, dites-moi pas ce que j'ai dit, dites ce que vous avez entendu. Parce que j'ai dit une affaire, puis chacun peut entendre des choses bien différentes parce qu'on filtre ce qu'on veut entendre, ce qu'on veut garder à l'intérieur de nous autres, ce qui est en cohérence avec déjà nos propres croyances. Puis des fois, on est très attaché à nos croyances. Alors, s'il y a quelque chose qui vient nous déranger, nous bousculer un peu, on n'est pas nécessairement prêt à ouvrir à ça. J'allais dire, au niveau des élites, on n'attendrait rien. Là. On n'attendra rien, c'est évident. Mais les gens, monsieur, madame, tout le monde, c'est que justement, c'est peut-être trop gros pour admettre « Oh mon Dieu, je me suis trompé ». Fait qu'ils vont peut-être rester dans le déni. C'est possible. Imagine comment que ça doit être lourd. Oui, mais c'est ça qui amène les maladies, peut-être. Moi, il y a bien des gens qui me disent, on a une amie qui nous a dit à ma conjointe, si j'apprenais que le gouvernement est malveillant, je m'effondrerais. Ah. Wow! Mais pour nous, c'est comme une évidence. Ben oui, mais c'est comme la confiance dans les autorités. Quand tu as un gouvernement, puis moi, je pense le Danemark, c'est souvent perçu, en tout cas reconnu comme un des pays où les gens sont les plus heureux. Mais s'il y a une caractéristique, c'est la confiance qu'ils font au gouvernement. Probablement parce que le gouvernement est digne de confiance. Il y a un exemple. On s'en rend compte un peu plus que nous autres ici. Là, il y a un exemple pas si lointain que ça de la reprise, le choc qui est tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne et en France. Tous les collaborateurs de la France, en France, qui ont collaboré, puis sous le régime Pétain, ils ont envoyé tous les Juifs à l'abattoir, en France aussi. Eux autres, c'est arrivé. Ils l'ont vécu collectivement, cette perte de confiance totale. Mais je pense que ça peut arriver aussi. Puis nous autres, toi, moi, on est idéalistes, puis on veut changer le monde. Fait que, c'est ce que tu dis de laisser tomber puis faire ta petite affaire, tout ça, c'est quasiment impossible pour tous ceux qui nous regardent aussi. Ah non, qui ont vu ça. On veut, tu sais, oui, on veut s'améliorer personnellement, mais on peut pas rester là à rien dire. Moi, je pense que c'est ça le défi. Le défi qu'on va avoir à faire, là, c'est faire la navette. La navette entre le monde intérieur, prendre soin de soi, générer le calme, la paix, la bienveillance. Et puis aussi, refuser des choses qui manquent d'éthique profonde. Comme par exemple, notre collège des médecins, on ne les laissera pas tranquilles. Bravo, ça c'est... Qu'est-ce que vous faites? C'est Réinfo Québec qui sont en train de faire des démarches. C'est Réinfo Québec, on fait des démarches. On réclame un moratoire par rapport à la vaccination. On réclame la reprise de parole qui libère la parole chez les médecins sans les sanctionner quand ils ne disent pas ce qui fait l'affaire de la santé publique. Il faut arrêter d'idéaliser la santé publique comme eux autres ont raison par définition, que Boileau, il a raison par définition. Boileau, il est aussi aveugle que plein de monde. Et puis, il y a une formation, puis il est formaté lui aussi, il est bien plus formaté que formé, parce que ça prend des années à se déformater. Moi, ça m'a pris des années à me déformater. Alors, y a-t-il des médecins actifs dans le groupe? Oui, il y a des médecins actifs, absolument. Et eux autres, ils talonnent le collège des médecins. Ah oui, puis alors, on envoie régulièrement des trucs. Récemment, il y a eu un forum là, dans le centre-ville, au Palais des Congrès, sur la démocratie en temps de désinformation. En temps de désinformation. Ça a été parrainé par le gouvernement du Québec. Oui. Alors, c'est juste quoi, pour vous ça? dire... C'est une pièce de théâtre? C'était...
Puis le matin... Il parlait de notre désinformation. Oui. La démocratie, autant de la désinformation. D'abord, la démocratie, la désinformation, c'est la capacité de s'exprimer. C'est d'abord la liberté d'expression puis d'être entendu. C'est comme un paradoxe, cette conférence-là. Non, mais tu sais, c'est clairement un truc politique là, pour dire, voyez-vous comment est-ce qu'on est démocratique. Mais vous n'êtes pas démocratique. D'ailleurs, dans les interventions des gens, on leur donnait la parole. Moi, tu lèves la main. Tu avais entre 30 secondes et 1 minute pour t'exprimer. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je m'étais préparé un assez long, ça aurait pris au moins 5 minutes. Fait que j'ai fermé ma boîte, puis à la fin, j'ai dit une petite remarque, là, tout simplement. Mais c'est du théâtre, c'est du grand théâtre. On vit dans une pièce de théâtre. De toute façon, si tu remets en cause leur truc, ils passent à la question suivante, puis c'est pas adressé. Coupe ton micro. Mais le matin, on est allé au Collège des médecins, puis on est allé porter une lettre en main propre, adressé à chacun des membres du conseil d'administration, pas juste au Dr Maurice Gaudreault, le président, parce qu'on dit, lui, il peut mettre ça dans les poubelles, mais si on envoie ça aussi à tous les membres du conseil d'administration, il y en a peut-être un qui va lire ça, puis que ça va chatouiller, puis ça va dire « Oups! » Puis ils ont là quelque chose, et puis on leur a laissé ça, avec un long texte de 17 pages, toutes référencées là, au coton, avec tout, on est des gens sérieux, sans conflit d'intérêts, puis on est là pour ce qu'il y avait décrit au mur, là, c'était on est là pour la protection du public. Nous autres, là, on est là pour ça. On est venu pour voir pour ça. Quand, ça? Ça, on est allé, ça fait 1 semaine ou 2. Il n'y a pas eu de feedback? On n'a pas eu de feedback encore. Ça va être quoi le feedback? Ils jouent eux autres aussi. C'est l'aveuglement, ça va être l'aveuglement volontaire. Mais c'est comme des zombies où ils veulent protéger leur job, leurs acquis. Ils veulent pas en parler comme tous les autres. C'est inimaginable là, ce qui se passe. T'sais. Alors, puis là, il s'est exprimé récemment, Maurice Gaudreault, j'ai vu ça. J'ai vu ça passer sur il faut que le gouvernement... remettre de l'ordre dans ses priorités. Puis là, il mettait les priorités du Collège des médecins. Puis c'était aussi, il y avait parmi les items, un item qui était favoriser que la population ait accès aux nouveaux médicaments le plus rapidement possible. C'était une de leurs priorités qui a dû leur être éjectée par McKinsey, qui sont dans le même bureau. Ils sont dans le même bureau, McKinsey puis le Collège des médecins. C'est rendu des vendeurs. Oui, ils sont dans le même édifice. Là, alors, c'est juste pour dire que puis il n'y avait rien qui concernait la liberté de parole, la liberté de prescrire, retrouver la liberté de parole. Rien. Retrouver l'art de la médecine aussi. L'art de la médecine, c'est l'art de la rencontre. C'est différent. Valoriser personne, mais c'est ça. Ben oui, il parlait que les médecins sont pris dans une paperasse épouvantable, ils n'ont plus le temps de s'intéresser aux patients, ils sont pognés dans la paperasse tout le temps. Alors, tu comprends, il y a des problèmes, il y a des vœux pieux. Qu'est-ce qui va se mettre en place? Rien. Rien de tout ça, sauf donner accès rapidement aux médicaments. Ils ont du cul. Mais c'est inimaginable, tu sais, c'est pas ça. Quand tu n'as pas de guide, quand ton guide, c'est juste de rester au pouvoir, tu perds le sens de ton éthique. Tu ne deviens pas quelqu'un d'éthique. Parce que ton éthique pour les psychopathes, mais les autres, c'est juste qu'ils sont complètement endormis, formatés. Là. Tu sais, je veux dire... mais c'est grave. Au collège des médecins, parce que ils se sont dit, on n'est pas une société savante. On reconnaît ça. Vous n'avez pas besoin d'être une société savante. Une société, il n'y a personne qui peut se considérer comme un savant. Moi, je me considère comme un ignorant. Et puis quand tu te considères comme un ignorant, ben, tu es ouvert à apprendre. C'est drôle parce que c'est de ça, on parlait de ça la semaine passée. Platon, on a parlé beaucoup de philosophie la semaine passée, il disait « Tout ce que je sais, c'est que je sais rien. » C'est que je sais rien. Parmi toutes les choses, on est dans un grand mystère. Quand quelqu'un guérit, mystérieux. C'est un miracle. C'est un miracle. Clairement. Non, mais c'est vrai, c'est un miracle. Au début, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, de quoi il parle? Parce que si tu sais rien, t'es un con. Non, c'est la plus grande réalisation que tu peux faire. Ben, c'est vrai que plus on apprend, plus on se rend compte qu'on ne sait rien. Oui, mais parce que ça t'amène à questionner. Ça fait partie de la sagesse, de questionner. C'est peut-être incomplet de dire qu'on ne sait rien. On ne sait rien, on ne connaît rien parfaitement.
Oui, c'est vrai. Tu sais, on peut avoir des intuitions, on peut avoir, puis qui méritent d'être considérés. Tu sais, on est des êtres intuitifs, c'est probablement notre intelligence la plus fine, la plus raffinée. Je fonctionne plus à l'intuition, moi. Tu sais, puis souvent, on va être à la bonne place. Est-ce que tu crois en Dieu? Je sais que tu t'étais tourné de bord de la religion, mais que c'est revenu la spiritualité. Oui, la spiritualité. Mais Dieu, pas que le bonhomme barbu assis à un nuage. Là, puis mais tu peux pas ne pas voir l'intelligence de la vie. Ouais. L'intelligence la nature, qui se les manifeste planètes, l'univers, partout, les forces. La perfection. Moi, je lis les souvenirs entomologiques de Jean-Henri Fabre, c'est Louis Buñuel disait, si je me ramasse sur le cinéaste, dans son dernier livre, Mon dernier soupir, il disait, si je me ramassais sur une île déserte, quel livre j'apporterais avec moi? Il dit, les souvenirs entomologiques de Jean-Henri Fabre. Mais Henri Fabre. Ouais, il a écrit des souvenirs. En fait, c'est les 50 dernières années de sa vie à peu près, les 40 dernières années de sa vie. Il est mort à 93 ans, dans les années 1913 à peu près. Okay. Il a observé les insectes avec ses yeux. Il n'y avait pas les outils qu'on a actuellement. C'est un miracle de beauté, comme d'intelligence. Darwin. As-tu lu Darwin? Mais j'ai pas lu Darwin. C'est la même chose. Moi, quand j'ai lu Darwin, je me suis dit, ça m'a donné cette impression de beauté et de perfection. Tu peux l'avoir quand tu jeûnes, ce buzz-là aussi de la beauté de l'univers. Puis là, oui, t'es dans l'émerveillement. Ouais. Devant la petite bête, devant le miracle la plante, de la vie. La fleur. Le miracle de la vie, les écosystèmes, comment ça... Ce qui est relié, puis toute cette synchronicité dans l'intelligence de la nature, tu peux pas croire en Dieu. Quand t'es malade, moi, quand j'ai été mal dans ma vie, j'ai toujours trouvé des amis. Des fois, c'est une relation, des fois, c'est un enfant, des fois, c'est un film, des fois, c'est un livre que je vais lire. Toujours quelque chose qui est venu me redonner espoir, nourrir la conscience, nourrir la confiance aussi dans l'humanité. Puis, c'est de ça qu'il faut se nourrir. Quand il faut faire la navette entre l'indignation, parce qu'il y a de quoi s'indigner. Ouais. Mais là, il faut... C'est ça, mais aussi nourrir... Parce que si t'es que là-dedans... Tout dans la colère, t'es dans la colère, la révolte, et puis ça finit par t'affecter. C'est Yoda qui disait... Et tu sers pas la cause non plus. Non. Yoda disait, la colère mène à la peur, mène à la colère. Qui mène à la violence. Mène à la haine, et la haine mène à la souffrance. Ah oui. Ben oui. Souffrance personnelle, souffrance dans nos relations aussi. Dis-moi, quand tu faisais tes études en médecine, ça fait longtemps, est-ce qu'il essayait de t'inculquer cette beauté? Ben non. Non? C'est tel symptôme, tel médicament? La beauté de la science. En fait, la suprématie de la science. La suprématie de la médecine. La beauté du corps, mais la beauté de tout ça qui s'imbrique un par. Mais ça, moi, écoute, quand j'ai fait mon cours d'embryologie, là, puis j'ai vu comment, à partir de 2 cellules qui s'unissent, là, c'est fascinant. Oui, c'est ça, la beauté de tout ça. Un spermatozoïde qui finit par se ramasser, puis qui accroche l'ovule. Ils ont tous déjà ils ont le code pour faire un être humain. Puis on a un nez en plein milieu du visage plutôt qu'en dessous du bras. Mais c'est miraculeux, hein? Quand tu penses à ça, là, toute la formation, là, puis un système nerveux qui vient là-dedans. Puis après ça, il y a des parents qui t'aiment. Souhaitons-le. C'est nécessaire à ton humanisation. Si tu n'as pas ça, qui vient t'accueillir, puis qui est émerveillé devant la beauté, puis le miracle d'une naissance. Le miracle d'un humain. Écoute, moi, je vois avec mes petits-enfants. Cet esprit-là? Il n'y avait pas cet esprit-là, mais moi, j'avais ça en dedans de moi. Mais en naturopathie, on apprend que le corps humain, il est parfait parce qu'il est connecté à l'intelligence universelle. Puis le corps humain, il ne fait pas d'erreur. Donc, s'il y a un problème ou une maladie, il y a une raison, tu sais. Puis c'est pour le bien-être même du corps ou du développement personnel. Il ment pas. Le corps ne ment pas, mais c'est ça, en médecine, on apprend que le corps fait des erreurs. Ben oui, le corps n'est pas fiable il est pas par connecté définition. Au divin, il n'est pas fiable, il fait plein d'erreurs, il développe des maladies, il est méchant. Mais puis il est plein de peur, puis là, pour contourner la peur, ben là, on a une technologie qui nous permet de nous donner l'illusion du contrôle. On est comme des dieux, on peut guérir. L'illusion du contrôle. Avec des petits produits chimiques, on a surpassé Dieu, puis on guérit le corps. C'est-tu merveilleux? Mais on n'a pas surpassé
grâce à Dieu, on va tous crever pareil. Mais pensons juste au délire que représente la foi dans un vaccin qui a été bricolé en quelques mois, qu'on nous dit. Ouais, ça a été foi. Préparé. La même quantité pour tout le monde. La même affaire pour tout le monde. Oui, puis versus la foi qu'on devrait avoir dans notre système immunitaire qui a été fabriqué pendant des millions d'années. Ça, c'est complotiste. Mais ça, c'est complotiste de croire en son système immunitaire. Hey, j'ai déjà passé pour une folle parce que j'avais tweeté sarcastiquement. De dire qu'on fait confiance à notre système immunitaire, mais on ne veut pas le vaccin, c'est complotiste. Mais j'avais déjà tweeté sarcastiquement, mais coudonc, comment les gens faisaient pour vivre avant que les vaccins existent? Mais tout le monde m'a ramassé comme si j'étais une imbécile. Ben quoi, ils crevaient aussi, le monde ne vivait pas, ils crevaient tous. OK. Fait que là, avant l'apparition des vaccins, le monde mourait là, très, très jeune. Là. C'est les vaccins qui nous ont sauvé la vie. Quand tu t'intéresses vraiment à voir qu'est-ce qui se passe, pas à croire, à voir qu'est-ce qui se passe, tu réalises que les vaccins sont arrivés après la régression de la tuberculose. La tuberculose a régressé avant l'apparition des antibiotiques. C'est à cause de l'hygiène. À cause de l'hygiène, l'alimentation qui était plus saine, qui était plus abondante, les toilettes dans les maisons, les l'hygiène. D'ailleurs, ceux qui disent... Les relations aussi. C'est quoi la maladie qui a été éradiquée? Là, les gens donnent tout le temps... La variole. La variole, bon, c'est ça, toutes ces maladies-là. Oui, mais les vaccins l'ont éradiqué. À chaque fois, la courbe descendait déjà. Tout à fait. La même chose pour la COVID, dans le fond. Mais c'est fascinant quand tu lis là-dessus, puis quand tu apprends la réalité, tu réalises que les vaccins ont eu un impact minimal. Sur l'éradication des maladies. Il y en a. S'il y en a eu. Alors, moi, si aujourd'hui, j'avais... Parce que j'ai refait mon éducation pendant ces 4 années-là. J'ai lu Turtles All the Way Down, qui est probablement le meilleur livre que j'ai lu comme par des gens brillants, des pédagogues extraordinaires qui te prennent par la main. Quel livre? Turtles All the Way Down. C'est un livre qui a été coécrit par des gens qui sont restés anonymes. Qui parle de... C'est trop risqué. Qui parle de quoi? Qui parle justement de la vaccination. De la vaccination à travers le temps. Puis c'est quoi les placebos? Un placebo, ça devrait être un vaccin avec de la saline. Mais c'est jamais ça. Hein? C'est jamais ça. C'est, par exemple, le placebo par rapport à la COVID, c'était le vaccin contre la méningite. C'est le vaccin qui donne le plus d'effets secondaires. Ils ont donné ça? Oui. Ils ont donné comme placebo le vaccin contre la méningite de façon à... Parce qu'ils savent que c'est le vaccin qui donne le plus d'effets secondaires pour diminuer l'impact de dans les essais cliniques. Dans les essais cliniques. Dans l'essai clinique de Pfizer, là, c'est ça qu'ils ont utilisé comme placebo. Alors, c'est quand même intéressant. C'est fou, ça. Parce que ça nous dit c'est pour diminuer la différence qu'il y a entre le placebo et puis le vaccin. Parce que s'il avait donné juste de la saline, là, on aurait vu une différence encore plus énorme que celles qui ont démontré là. Ça fait que c'est une stratégie, encore une fois, des pharma qui est légale, mais qui n'a pas d'allure. Mais il faut le savoir, mais c'était connu que certaines personnes allaient recevoir des placebos? Ben oui, c'était au départ. Non, mais c'était connu de la population? Ben oui, mais après 2 mois, ils ont supprimé le groupe placebo parce qu'ils ne voulaient pas voir 3 ans plus tard. Ah, c'est tout n'importe quoi. Non, mais c'est parce que je dis ça parce que dans la perspective de monsieur, madame, tout le monde, ils devaient se dire, là, si j'ai un placebo, je ne vais pas être protégé de la COVID. Ça sert à rien. Je ne savais pas qu'il y avait un placebo. Non. Ah, mais c'est ça, je dis. Est-ce que c'était connu dans les études de Pfizer? Est-ce qu'ils disaient qu'il y avait des placebos? Oui. Mais le monde ne savait pas si tu recevais un placebo ou l'autre. C'est ça. Donc, mais tu te disais, j'ai peut-être reçu un placebo. Donc, ça ne sert à rien. Je vais pogner la COVID, je vais mourir. Non, mais c'est pour ça qu'après 2 mois, ils ont donné la possibilité. Quand ils ont vu l'efficacité extraordinaire, que ça 95% de succès. Ben oui.
les gens qui ont accepté de participer à cette étude-là méritent de recevoir ce traitement providentiel, comprends-tu? Absolument. Donc, ils leur ont donné l'opportunité de recevoir ce vaccin-là plutôt que le placebo. On le savait, ceux qui avaient eu le placebo, tu sais. Alors, ça a été fignolé, trafiqué parce qu'il n'aurait jamais dû faire ça. Il aurait dû attendre 3 ans, puis là, voir à double insu, c'est-à-dire ni le patient ni l'expérimentateur sait qui a reçu le placebo puis qui n'a pas. Puis là, regardez les morts, toutes causes confondues dans les deux groupes. C'était ça le plan C'était ça le plan. Mais c'était peut-être ça de nous faire attendre 3 ans confinés. Peut-être. Il y a des trucs qui sont allés trop vite et qu'ils ont poussé mais quand tu commences à chercher, là, c'est une histoire d'horreur, si tu cherches. Écoute, ça met à jour là, à quel point on est dans un système corrompu de la cave au grenier. comme disait Jean-Dominique Michel, qui vient juste de publier son dernier livre. Là, ouais. Et puis, qui est c'est une catastrophe. Ouais. Alors, mais il faut s'ouvrir les yeux pour pas que ça revienne, ces histoires-là. Puis on a le devoir, comme citoyen, de s'informer correctement à des sources fiables. C'est-à-dire TVA et Radio-Canada. C'est-à-dire Réinfo Québec. Hey, on arrive à la fin. Moi, j'ai une dernière question pour toi. Amélie, tu vas peut-être avoir une dernière question. Je te laisse le mot de la fin, c'est rare. C'est incroyable, je suis de bonne humeur aujourd'hui. T'es rendu bonne avec moi. Optimiste, pessimiste? Je dirais que je suis réaliste. Donc, réaliste, ça veut dire prêt à tout. Prêt à être debout devant le réel, devant ce qui se passera, jusqu'à la fin. Peu importe. Puis se tenir debout. Et puis, moi, je dis, mourir, c'est pas si grave que ça. Thich Nhat Hanh disait, le nombre de jours que nous avons à vivre n'est pas si important. Ce qui importe, c'est comment nous les vivons. De façon intègre et vraie. Voilà. C'est le voyage qui est important. Alors, c'est le voyage qui est important, puis c'est ce qu'on lègue, ce qu'on laisse. Qu'on laisse des belles traces de notre passage, qu'on soit fidèle à soi, qu'on soit fidèle aux autres aussi, à l'amour, qu'on soit un être bienveillant, qu'on bascule pas dans la violence. T'sais. Alors, puis ça va être un défi pour tout le monde, parce qu'on va nous entraîner vers... Je pense que tout le monde qui se sont levés, comme toi, comme nous, je pense que c'est ça. On peut pas, puis je pense, moi, en tout cas, personnellement, je ne pouvais pas rester... Inerte. Muet. Non. Puis, je pense que c'est peut-être notre petite contribution. Ouais. Mais en tout cas, on va se rappeler de Dr. Robert Béliveau dans l'histoire comme un des seuls médecins qui s'est tenu debout dans la période 2020, là, quand il y a eu une crise. Il y en a bien d'autres qui sont moins affichés. Mais tu sais, moi, Louis Fouché, si je n'avais pas eu Louis Fouché, quand j'ai vu Louis parler, je me suis dit, je suis pas tout seul. Je suis pas fou, là. Un gars en pratique, un gars qui endormait le monde, là, qui était anesthésiste et réanimateur. Puis là, il les éveille. Alors, tu sais, c'est extraordinaire. Puis ça prenait cette crise-là pour nous révéler Louis Fouché, que je ne connaissais pas. C'est un de mes cadeaux COVID. Vous êtes des cadeaux COVID. C'est notre cadeau COVID. Alors, merci d'être là, puis de continuer à arroser les bonnes graines chez les gens. Puis c'est des graines d'éveil. De compréhension aussi. Thich Nhat Hanh disait, tu sais, l'amour, c'est d'abord comprendre l'autre, faire l'effort de comprendre l'autre. C'est exactement notre concept. On se chicane souvent. Puis la raison, oui, mais c'est de trouver la vérité. Parce qu'on n'a pas les mêmes opinions. Évidemment, c'est moi qui ai la vérité, mais j'essaie d'enseigner, tu sais. C'est la vérité. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Nul ne va à Dieu s'il ne passe pas par moi. Ah, voilà. Bon. Puis en plus, Amélie, t'es un cadeau, tu vois, c'est extraordinaire. Merci d'être là. C'est l'humilité en personne. L'humilité incarnée. Mais on chemine, on avance, on progresse, on évolue, et puis on fait partie de ça. Puis moi, je suis très heureux de vivre cette crise-là. Oui. Faisons-en une belle crise en se liant avec des belles personnes. Donc, des gens honnêtes, fiables, généreuses. Il y en a, puis c'est avec ça. Ça fait de toi un optimiste. C'est ça qui fait du bien. On est à une période clé de l'histoire, fait que réjouissons-nous. C'est ça qui fait qu'on est optimiste. Ouais. Voilà.
Hey, merci, Robert, d'avoir été là. Merci de m'avoir accueilli. C'était une C'est un honneur. J'avais hâte de te recevoir. Ça fait longtemps qu'on voulait te recevoir. Merci beaucoup. Merci de ce que vous faites. Merci à tous les membres d'être là chaque semaine. Oui, puis aux gens qui sont venus nous voir. Ouais, on a battu notre record. Ouais, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et merci à TV Laval et à tous les petits minous qui nous regardent. On vous aime. Ouais. Voilà. Ciao. Bye bye. Les petits minous qu'on va réveiller tranquillement en semant des graines. C'est ce qu'on peut faire. Hein? Voilà. Puis ce qu'il faut, c'est rester heureux. Ouais. Rester heureux, puis rester équilibré, puis pas basculer d'un bord ou de l'autre. Dire, maintenant, je me ferme les yeux par rapport à tout ce qui se passe. Ou maintenant, je me ferme les yeux sur le pouvoir qui m'appartient. Non, il faut revenir à... Être conscient de ce qui se passe, mais rester concentré sur le positif. C'est ça. Être conscient de l'impact qu'on peut avoir chez les gens. Pas chez tout le monde. Il faut... Et tu devrais voir les messages.